Il y a une posture que le corps connaît par cœur, même quand la tête essaie de l'oublier. C'est la posture de celle qui attend devant une porte. Ce n'est pas toujours une porte en bois avec une poignée en métal. Parfois, c'est un écran de téléphone. Parfois, c'est une conversation qui n'a jamais eu lieu. Parfois, c'est un espace de silence entre deux de ces messages, un espace que tu as meublé avec toutes tes angoisses et toutes tes espérances. Tu connais cette porte. C'est la porte de sa validation, de sa clarté, de son choix. Et depuis des semaines, des mois, peut-être plus longtemps, tu as organisé une grande partie de ta vie intérieure dans le couloir qui mène à cette porte. Tu as appris à marcher sur la pointe des pieds pour ne pas faire de bruit, pour ne pas le déranger. Tu as appris à guetter le moindre courant d'air sous la porte, le moindre changement de lumière, le moindre son qui pourrait signifier qu'il est là, de l'autre côté, et qu'il va peut-être, enfin, ouvrir. Ton corps a appris à vivre dans ce couloir. Il s'est adapté. Tes épaules se sont légèrement voûtées, comme pour prendre moins de place. Ta respiration est devenue plus courte, suspendue, comme si une inspiration complète était un luxe que tu ne pouvais t'offrir qu'une fois la porte ouverte. Ton ventre est souvent noué, un centre de gravité tendu, prêt à réagir à la moindre vibration. C'est ça, le chaos. Le chaos n'est pas le bruit, les cris, le conflit. Le chaos, c'est l'incertitude organisée. C'est un système nerveux qui ne sait jamais s'il doit se préparer à être accueilli ou à rester dehors. Et dans ce chaos, ton corps est devenu un négociateur expert. Il négocie en permanence. Il négocie avec l'espoir. Et s'il ouvrait aujourd'hui, peut-être qu'il a juste besoin de temps. Il négocie avec la peur. Si je m'éloigne, il ne me verra plus, et il m'oubliera pour de bon. Il négocie avec la fatigue. Juste un jour de plus. Je peux tenir encore un peu. Ton corps négocie l'accès à son monde en échange de ta propre paix. C'est un marché de dupes, et la seule chose que tu perds à chaque transaction, c'est un peu plus de toi-même. Ce n'est pas une question de volonté. Tu t'es déjà dit 100 fois, c'est fini, j'arrête d'attendre. Tu as prononcé ces mots avec une conviction qui t'a presque surprise toi-même. Mais quelques heures plus tard, ou le lendemain matin, ton corps, lui, n'avait pas oublié. La première chose qu'il a faite au réveil, avant même que ta conscience ne soit pleinement active, a été de tendre une main invisible vers cette porte, de vérifier, de scanner l'horizon émotionnel pour voir si quelque chose avait changé. Cette porte n'est pas simplement une porte entre toi et lui. Elle est devenue le symbole d'une question bien plus ancienne. Une porte fermée dans ton histoire personnelle, une porte derrière laquelle se trouvait la reconnaissance, l'amour, le sentiment d'être choisi. Dans la psychologie jungienne, on dirait que cet homme et sa porte ont activé un complexe. Un nœud émotionnel préexistant, une vieille scène de ton théâtre intérieur qui n'attendait qu'un acteur pour être rejoué. Il n'est peut-être même pas conscient du rôle que tu lui as fait jouer. Il est juste là, derrière sa propre porte, avec ses propres raisons, ses propres peurs. Mais pour ta psyché, il est devenu le gardien d'un lieu sacré, le lieu où tu serais enfin validé. Et tant que tu vis dans ce couloir, chaque aspect de ta vie est teinté par cette attente. La nourriture n'a pas tout à fait le même goût. La musique ne touche pas tout à fait de la même manière. Les rires de tes amis semblent provenir d'un autre monde, un monde où les gens ne passent pas leur temps à déchiffrer des silences. Ton attention, cette ressource si précieuse, est constamment aspirée par la fente sous la porte. Tu lui donnes ton énergie la plus pure, non pas à lui directement, mais à l'attente de lui. Puis un jour, quelque chose de différent se produit. C'est pas une grande décision, c'est pas une déclaration de guerre, c'est un changement presque imperceptible. Peut-être que tu es assise, une tasse de thé à la main, et tu réalises soudain qu'elle est devenue froide. Tu étais tellement absorbé par le scénario mental de ce qui pourrait se passer derrière la porte que tu as oublié le présent, le simple fait de boire ton thé chaud. Et pour la première fois, ce n'est pas la porte qui te semble absurde, c'est le thé froid. C'est ta propre absence à ta propre vie qui te frappe. Ou peut-être que ton corps
épuisé de négocier, prend la décision pour toi. Un matin, tu te réveilles et la première pensée n'est pas pour lui. La première pensée est pour la lumière qui filtre à travers tes rideaux, ou pour la sensation de tes pieds sur le sol. Une fraction de seconde de pure présence, avant que l'habitude de l'attente ne revienne. Mais cette fraction de seconde a existé. C'est une fissure dans le mur du couloir, une preuve que quelque chose d'autre est possible. Ce moment-là, c'est le début de la fin de la négociation. C'est le moment où tu cesses de demander ce qu'il y a derrière la porte, et où tu commences à te demander ce qu'il y a dans ce couloir. Et la réponse est simple. Il n'y a rien. Rien que toi, le froid et l'écho de tes propres espoirs. Le couloir n'est pas un lieu de vie, c'est une salle d'attente. Et tu n'es pas né pour être une salle d'attente. Quand tu commences à ne plus vivre devant cette porte, le premier sentiment n'est pas la liberté. C'est souvent la panique, le vide. Ton système nerveux, habitué à l'hypervigilance, ne sait plus quoi faire de cette absence de drame. L'attente, même douloureuse, donnait une direction à ta journée, un but à ton énergie. Sans elle, tu te retrouves face à un espace immense et silencieux, ta propre vie. Tu commences à faire des gestes simples. Tu te lèves et au lieu de prendre ton téléphone, tu vas à la fenêtre et tu regardes dehors. Vraiment regarder. Les arbres, le ciel, les gens qui passent. Tu te fais un café et tu te concentres sur l'odeur, sur la chaleur de la tasse entre tes mains. Ce sont des actes de résistance. Chaque seconde d'attention que tu ramènes à toi, à tes sens, est une seconde volée au culte de la porte fermée. Tu ne te dis plus « je ne l'attends plus ». Tu agis d'une manière qui rend l'attente impossible. Tu remplis ton temps, non pas pour l'oublier, mais pour te souvenir de toi. Tu rappelles cet ami que tu avais délaissé. Tu te remets à ce projet que tu avais mis de côté au cas où il appellerait. Tu marches et tu sens le sol sous tes pieds. Tu sens l'air sur ton visage. Tu habites ton corps, non plus comme un avant-poste de surveillance, mais comme ta maison. Et c'est là que le corps cesse de négocier avec le chaos. Parce qu'il découvre un nouvel état, la sécurité intérieure. La sécurité ne vient pas de la certitude qu'il va ouvrir la porte. Elle vient de la certitude que même si la porte reste fermée pour toujours, ta vie, elle, est ouverte. Ta vie se passe ici, de ce côté-ci de la porte. Le silence change de nature. Avant, son silence était un vide assourdissant, un espace que tu devais remplir avec tes interprétations, tes angoisses. Maintenant, le silence redevient simplement du silence. Et dans ce silence, tu commences à entendre autre chose. Le son de ta propre respiration, profonde et calme. La voix de ton intuition qui te murmure des choses que tu n'entendais plus, noyée par le bruit de ton attente. Tu commences à faire la différence entre ce qui est familier et ce qui est sûr. L'attente était devenue familière. Le calme, lui, est sûr. Il se peut que tu aies envie de retourner dans le couloir. C'est normal. C'est un chemin neuronal que tu as creusé pendant longtemps. Tu peux passer devant cette porte dans tes pensées et sentir une pointe de nostalgie pour l'intensité de l'attente. La douleur, parfois, peut être confondue avec la passion. Mais la différence, c'est que maintenant tu vois le couloir pour ce qu'il est. Un lieu de passage, pas une destination. Tu peux y jeter un coup d'œil et puis continuer ton chemin. Si tu reconnais ce couloir, si tu as déjà senti le froid de cette poignée que tu n'osais pas tourner, tu peux nommer pour toi, juste pour toi, la porte que tu cesses de garder. Tu n'as pas besoin de l'écrire, juste de la voir. Est-ce la porte de la validation ? La porte de la sécurité ? La porte de l'amour que tu penses ne pas mériter ? Le simple fait de la nommer lui enlève une partie de son pouvoir. Ce processus de retrait n'est pas une stratégie pour le faire réagir. C'est un acte de survie psychique. C'est toi qui reprends possession de ton propre espace intérieur. Tu cesses d'être un territoire occupé par l'attente de quelqu'un d'autre. Tu redeviens une nation souveraine. Et le premier décret que tu signes, c'est que ton bien-être ne sera plus jamais une variable dépendante de la clarté d'un autre. La vraie transformation se produit quand tu réalises que tu n'as pas besoin qu'il ouvre sa porte. Tu as ta propre porte. Et elle a toujours été ouverte.
la porte de ta propre vie, de tes propres désirs, de ta propre valeur. Tu étais simplement trop occupé à regarder la sienne pour voir la tienne. Quand le corps cesse de négocier, il cesse de dépenser une énergie folle à maintenir un équilibre précaire. Cette énergie, soudainement, te revient. C'est une vague immense. Au début, elle peut te déstabiliser. Mais ensuite, tu apprends à la canaliser. Tu l'investis dans ton travail, dans tes amitiés, dans ta créativité, dans ta joie. Tu découvres que tu as en toi des ressources que tu croyais avoir perdues, alors qu'elles étaient simplement allouées à un siège sans fin. Tu ne vis plus devant une porte qu'il n'ouvre pas. Tu vis dans le jardin de ta propre existence. Et de là, la vue est bien plus belle. Tu peux encore voir sa porte, au loin. Mais elle n'est plus le centre de ton paysage. C'est juste un détail, un élément parmi d'autres. Et un jour, tu te surprendras peut-être à ne même plus la remarquer du tout. Non pas par effort, mais parce que tu seras trop occupé à cultiver tes propres fleurs. Le corps n'oublie jamais ce qu'il a appris. Il a appris la posture de l'attente, mais il apprend maintenant celle de la présence. Il se redresse. Ta respiration s'allonge. Le nœud dans ton ventre se dénoue. Ce n'est pas un retour à un état d'avant, c'est l'accès à un état nouveau. Un état où ton calme n'est plus une condition négociable. C'est le socle sur lequel tu construis le reste de ta vie. Et ce socle, personne ne peut te l'enlever. C'est une scène presque invisible pour le monde extérieur. Tu es dans ton salon, assise sur ton canapé. Il y a une tasse de thé sur la table basse. Elle fume encore. La lumière du soir commence à baisser. Dehors, la vie continue. Mais à l'intérieur de toi, tout est figé. Ton corps entier est orienté, non pas vers la fenêtre, non pas vers le livre posé à côté de toi, mais vers un point invisible dans l'espace. La porte de son attention. Tu tiens ton téléphone à la main, mais l'écran est éteint. Tu ne le regardes même pas. C'est pire, tu le sens. Tu sens son poids, sa froideur. C'est une extension de cette porte. C'est une télécommande qui ne fonctionne que dans un sens. Il peut appuyer sur un bouton et te faire apparaître dans sa vie. Toi, tu ne peux qu'attendre. Ton corps est un chef-d'œuvre de tension contenue. Tes muscles sont engagés, non pas pour l'action, mais pour l'inaction, pour l'attente. Tes omoplates sont légèrement tirées l'une vers l'autre, comme si tu te préparais à recevoir un choc. Ton diaphragme est bloqué. Tu respires par le haut de tes poumons, de petites gorgées d'air qui ne nourrissent pas, qui maintiennent juste en vie. Chaque bruit de l'immeuble, un ascenseur qui arrive, une porte qui claque au loin, provoque une micro-décharge dans ton système nerveux. Une seconde de « et si c'était lui ?» immédiatement suivie par la déception sourde et familière. C'est ici que la négociation avec le chaos devient palpable. Ton esprit, pour te protéger de la douleur de ce vide, se met à travailler. Il devient un avocat, un procureur et un juge en même temps. L'avocat murmure « Il est sûrement occupé, tu sais comment il est. Son silence ne veut rien dire. La dernière fois, il n'a pas écrit pendant 3 jours, et puis il est revenu comme si de rien n'était. C'est juste sa manière d'être. » Le procureur rétorque. Ou alors, il est avec quelqu'un d'autre. Il a vu ton message, il l'a lu, et il a choisi de l'ignorer. Chaque minute qui passe est une preuve de ton insignifiance pour lui. Tu t'es encore fait des films. Le juge, épuisé, essaie de trouver un compromis. Attendons encore 1 heure. Juste 1 heure. Si à 21h il n'y a rien, alors on saura. On arrêtera d'attendre. Mais c'est un mensonge. Tu sais que si à 21h il n'y a rien, le juge repoussera l'audience à 22h, puis à demain matin. Ce tribunal intérieur ne rend jamais de verdict final. Son but n'est pas de trouver la vérité. Son but est de maintenir l'attente en vie, car l'attente, c'est encore un lien. Le verdict, ce serait la fin du lien. Et la fin du lien, c'est la chute libre dans le deuil. Pendant que ce procès se déroule dans ta tête, ton corps paie la facture.
La tasse de thé est maintenant tiède. Tu n'en as pas bu une seule gorgée. Tu as faim, mais l'idée de te lever pour préparer quelque chose te semble une tâche herculéenne. Cuisiner, ce serait un acte d'auto-préservation. Ce serait admettre que la vie continue, ici et maintenant, sans son signal. Et une partie de toi refuse de le faire. C'est une grève de la faim émotionnelle. Une partie de toi croit, magiquement, que si tu te mets suffisamment en pause, si tu souffres suffisamment en silence, l'univers ou lui finira par le remarquer et te donner ce que tu veux. C'est une forme de pensée primitive, enfantine, qui sommeille en nous tous. C'est la logique du bébé qui pleure pour faire venir sa mère. Si je crie assez fort, si mon besoin est assez visible, on viendra me nourrir. Mais tu n'es plus un bébé. Et il n'est pas ta mère. Il est un homme adulte qui, pour ses propres raisons, ne t'ouvre pas la porte. Et ta souffrance, aussi réelle et profonde soit-elle, n'est pas une monnaie d'échange. Elle ne lui achète pas de clarté. Elle ne t'achète pas d'amour. Elle ne fait que te coûter ta propre vitalité. C'est ça, le cœur du mécanisme. Vivre devant sa porte, c'est régresser à un état où ta survie émotionnelle dépend entièrement d'une source extérieure. C'est désapprendre tout ce que tu sais sur l'autonomie. C'est remettre les clés de ton bien-être dans la poche de quelqu'un qui n'a même pas conscience de les avoir. Et puis, le regard tombe sur la tasse de thé. Elle n'est plus tiède, elle est froide. Et ce détail trivial, brise le sortilège. Ce n'est pas une pensée, c'est une sensation. La sensation du temps qui a passé, du temps réel, de ta vie, qui s'est écoulé pendant que tu étais prisonnière de ce temps virtuel, le temps de l'attente. Ce n'est pas lui qui t'a volé cette heure de ta vie, c'est toi qui l'as déposée en offrande devant sa porte. Tu te lèves. Le mouvement est lent, un peu rouillé. Tu prends la tasse et tu vas dans la cuisine. Tu vides le thé froid dans l'évier. Le son de l'eau qui s'écoule est incroyablement réel. C'est le son du présent. Tu te sers un verre d'eau et tu le bois, d'un trait. Tu sens l'eau fraîche descendre dans ta gorge, dans ton ventre. C'est la première chose que tu donnes à ton corps depuis 1 heure qui n'est pas de l'angoisse. Tu ne retournes pas sur le canapé. Tu restes dans la cuisine. Tu regardes autour de toi. Tes plantes, tes livres de recettes, le petit mot d'une amie collé sur le frigo. C'est ton monde. Il est là. Il a toujours été là. Il n'a pas disparu. C'est toi qui avais disparu. Tu n'as pas pris de décision. Tu n'as pas déclaré la guerre. Tu as juste vidé une tasse de thé froid. Mais dans ce geste simple, tu as rompu le contrat. Tu as cessé de négocier. Tu as choisi le réel contre le possible. Tu as choisi ton corps contre son fantôme. La porte est toujours là, dans ton esprit. Mais tu n'es plus assise devant. Tu es dans une autre pièce de ta propre maison. Et pour la première fois depuis longtemps, tu te demandes ce que tu vas faire, pour toi, ce soir. La question elle-même est une bouffée d'air frais. C'est le début de la sortie du couloir. Le chemin pour quitter le couloir n'est pas une ligne droite. C'est une spirale. Tu vas repasser par des endroits connus, mais à chaque fois, tu seras un peu plus haut, avec une perspective un peu différente. Les premiers jours après avoir décidé de ne plus attendre activement sont les plus étranges. C'est un sevrage. Ton corps est en manque de sa dose d'adrénaline et de cortisol, le cocktail chimique de l'attente anxieuse. Tu peux te sentir agité, vide, presque en deuil non pas de lui, mais de l'intensité dramatique. Tu dois réapprendre à ton système nerveux à vivre sans la menace et l'espoir constant. C'est un travail physique. Tu marches. Tu respires consciemment. Tu fais du sport, non pas pour te fatiguer, mais pour sentir ton corps exister pour lui-même, pour sa force, pour son plaisir. Tu manges lentement, en te concentrant sur les saveurs. Tu reconstruis, geste par geste, une relation de confiance avec ton propre corps, une relation qui n'est pas médiatisée par son approbation. Puis, vient l'épreuve. C'est inévitable. C'est le test que la vie t'envoie pour vérifier si tu as vraiment changé de posture, ou si tu as juste repeint les murs du couloir. Le test arrive souvent sous une forme banale. Un soir,
Alors que tu as passé une journée presque entièrement sans penser à lui, ton téléphone vibre. Son nom s'affiche. Ce n'est pas un paragraphe d'excuses, ce n'est pas une déclaration d'amour. C'est une phrase courte, une phrase comme « ça va ?» ou « pensez pour toi ». Et là, le vieux mécanisme se réveille. C'est un réflexe. Une décharge électrique traverse ton corps, le cœur qui s'emballe, le souffle qui se coupe, le sang qui monte aux joues. Ton corps se souvient. Il se souvient de l'époque où un tel message était une bouée de sauvetage, la preuve que tu n'avais pas tout inventé, la promesse que la porte allait peut-être enfin s'entr'ouvrir. L'ancien scénario se lance automatiquement dans ta tête. Il pense à moi. Il n'a pas pu s'en empêcher. Ça veut dire que je compte. Qu'est-ce que je dois répondre ? Il faut que ce soit parfait. Pas trop enthousiaste pour ne pas avoir l'air désespéré, mais pas trop froid pour ne pas le décourager. Il faut que ma réponse soit une clé, la clé qui va enfin ouvrir cette porte. Et c'est là, dans cette fraction de seconde entre le stimulus et la réaction, que tout se joue. Avant, tu aurais plongé tête la première. Tu aurais passé 1 heure à rédiger la réponse parfaite, à la faire relire par une amie, à peser chaque mot, chaque virgule. Tu aurais répondu et tu serais retourné t'asseoir dans le couloir, le cœur battant, attendant la suite de la négociation. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Tu sens la vague d'adrénaline monter. Tu la sens. Tu ne la subis pas. Tu l'observes. Tu respires. 1 fois. 2 fois. Tu poses le téléphone. Tu te lèves et tu vas te servir un verre d'eau. Tu sens le contact de tes pieds sur le sol. Tu ramènes ton attention dans la pièce, dans ton corps. Tu regardes le message de loin. Et tu te poses une nouvelle question. Pas « qu'est-ce qu'il veut dire ?», mais « qu'est-ce que ce message vient nourrir en moi ?» La réponse est claire. Il vient nourrir l'espoir. Il vient nourrir la partie de toi qui était si à l'aise dans le couloir. Il vient réactiver le chaos. Un ça va n'est pas de la clarté. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas une prise de responsabilité. C'est un test de sa part, souvent inconscient. C'est une manière de vérifier si l'accès à ton attention est toujours ouvert. C'est une poignée qu'il tourne de son côté pour voir si la porte est toujours déverrouillée. Et tu as le choix. Tu peux déverrouiller et relancer la négociation. Ou tu peux laisser la porte verrouillée de l'intérieur. Laisser la porte verrouillée ne signifie pas l'ignorer avec colère. Ce n'est pas une punition. Le froid et le silence comme stratégie sont les armes de ceux qui vivent encore dans le couloir et qui essaient de faire du bruit pour qu'on les entende. Ta nouvelle posture est ailleurs. Ta nouvelle posture, c'est la clarté. Tu peux choisir de ne pas répondre tout de suite, de laisser passer 1 heure ou la soirée. Non pas pour le faire attendre, mais pour te donner le temps de revenir complètement à ton centre. Pour que ta réponse vienne d'un lieu de paix et non de panique. Et quand tu réponds, ta réponse est simple, honnête, et elle ferme la négociation. Quelque chose comme « Je vais bien, merci. J'espère que toi aussi. » C'est tout. C'est poli, c'est clos. Ça ne pose pas de questions, ça n'ouvre pas de brèche, ça ne demande rien. C'est une réponse qui dit « Ma porte est fermée, non pas par colère, mais par respect pour moi-même. » Si tu veux parler, tu devras trouver la porte d'entrée principale, avec une intention claire, pas en jetant des cailloux à ma fenêtre. Après avoir envoyé cette réponse, tu peux sentir une pointe de peur. La peur d'avoir mal joué. La peur de l'avoir perdu pour de bon. C'est la dernière tentative du complexe de l'attente pour te ramener dans le couloir. Laisse cette peur te traverser. Elle n'est qu'un écho. Le vrai changement, tu le sens dans les heures qui suivent. Tu ne passes pas ton temps à guetter sa réponse à ta réponse. Tu as clos la conversation. Tu retournes à ta vie. Et tu ressens une immense vague de fierté. Pas une fierté arrogante, une fierté calme, profonde. La fierté d'avoir protégé ton espace intérieur. La fierté d'avoir honoré la femme que tu es en train de devenir. Tu as réussi le test. Tu n'as pas gagné contre lui. Tu as gagné pour toi. Tu as prouvé à ton propre système nerveux que ton calme est désormais plus important que son attention. Tu as montré à ton corps que tu es une maison sûre. C'est un moment charnière. À partir de là,
le chemin hors du couloir devient plus large, plus stable. Tu sais que tu peux faire face à ces tests. Tu sais que tu as en toi la ressource pour ne pas retomber dans la négociation. Si tu sens que ce tournant a eu lieu en toi, tu peux écrire une phrase, non pas pour lui, mais pour la partie de toi qui a si longtemps attendu. Une phrase qui ancre ce nouveau choix. Quelque chose comme « ma paix n'est plus négociable ». L'animus, cette image intérieure du masculin, qui portait son visage et qui était devenu ton juge intérieur, commence à perdre son pouvoir. Tu n'as plus besoin de son regard pour te sentir exister. Tu te donnes ce regard toi-même, un regard de compassion, de clarté et de force tranquille. Tu es sorti du tribunal, tu es retourné dans ton jardin. Le chaos n'a plus de prise sur toi, non pas parce que tu le contrôles, mais parce que tu as cessé de l'inviter à l'intérieur. La porte de ton monde intérieur ne s'ouvre plus sur commande de l'extérieur. C'est toi, et toi seul, qui décide qui entre et qui reste à la porte. Et tu n'ouvres plus à ceux qui ne viennent pas avec une intention claire et respectueuse. Tu n'ouvres plus au chaos. Finalement, la question n'est plus de savoir s'il va ouvrir sa porte. La question est de savoir si tu serais encore intéressé par ce qu'il y a derrière, maintenant que tu as découvert l'immensité et la beauté de ton propre royaume. La porte fermée n'est plus une blessure, c'est une information. C'est une boussole qui t'a forcé à te détourner d'un chemin qui n'était pas le tien, pour enfin trouver le tien. Et ce chemin est infiniment plus prometteur. Tu ne vis plus devant une porte qu'il n'ouvre pas. Tu es la porte de ta propre vie magnifique et souveraine.